Plongeons dans l'histoire fascinante et terrifiante de Bernard Madoff, l'homme derrière la plus grande escroquerie financière de tous les temps, une histoire de confiance trahie, de milliards de dollars envolés et d'un système si bien huilé qu'il a duré des décennies avant de s'effondrer dans un fracas retentissant. Tout commence dans les années 1960. Bernard Madoff, un jeune homme ambitieux issu d'une famille modeste du Queens à New York, décide de se lancer dans la finance. Avec seulement 5 000 $ économisés en travaillant comme sauveteur et installateur de systèmes d'arrosage, il fonde sa propre société de courtage, Bernard L. Madoff Investment Securities. Au début, Madoff est un pionnier. Il contribue à moderniser le marché boursier en utilisant des technologies innovantes pour exécuter les ordres plus rapidement. Dans les années 1980, il devient même président du Nasdaq, la bourse électronique américaine. À cette époque, Madoff est respecté, admiré et considéré comme un génie de la finance. Mais derrière cette façade de succès, quelque chose de beaucoup plus sombre se trame. Madoff commence à attirer des clients en leur promettant des rendements incroyablement stables et élevés, souvent autour de 10% par an, peu importe les conditions du marché. Une promesse trop belle pour être vraie, mais tellement séduisante. Ce que personne ne savait, c'est que Madoff ne faisait pas vraiment d'investissement. Au lieu de cela, il utilisait l'argent des nouveaux clients pour payer les rendements promis aux anciens clients. C'est ce qu'on appelle un système de Ponzi, du nom de Charles Ponzi, un autre célèbre escroc du début du XXe siècle. Mais Madoff a poussé ce système à un niveau jamais vu. Il ciblait des clients riches et influents, des célébrités, des fonds de pension, des banques et même des organisations caritatives. Il exploitait leur confiance et leur réseau pour attirer toujours plus d'argent. Pendant des années, Madoff a réussi à maintenir l'illusion. Il falsifiait les relevés de compte, inventait des transactions et utilisait des techniques sophistiquées pour éviter les soupçons. Les régulateurs financiers, pourtant censés surveiller ce genre de pratiques, n'ont rien vu venir. Ou peut-être ne voulaient-ils pas voir, mais en 2008, tout bascule. La crise financière mondiale frappe de plein fouet et les clients de Madoff commencent à retirer massivement leurs fonds. Problème, il n'y a pas assez d'argent pour honorer ces retraits. Le système de Ponzi s'effondre. Le 10 décembre 2008, Madoff avoue la vérité à ses fils. Tout n'était qu'une gigantesque arnaque. Le lendemain, il est arrêté par le FBI. Les chiffres sont stupéfiants. 65 milliards de dollars envolés, des milliers de victimes ruinées et un choc qui ébranle le monde entier. Parmi les victimes, on trouve des noms célèbres comme Steven Spielberg, Kevin Bacon et même des institutions comme la Banque Santander ou des fonds de pension. Des retraités ont perdu leurs économies de toute une vie et des organisations caritatives ont dû fermer leurs portes. En mars 2009, Madoff plaide coupable à 11 chefs d'accusation, dont la fraude, le blanchiment d'argent et le parjure. Lors de son procès, il déclare « Je suis profondément désolé et j'ai honte ». Mais pour beaucoup, ces excuses sont trop peu, trop tard. Madoff est envoyé dans une prison fédérale de Caroline du Nord où il mourra en 2021 à l'âge de 82 ans. Mais les conséquences de son arnaque, elles, sont encore palpables aujourd'hui. Des milliards de dollars ont été récupérés et redistribués aux victimes, mais beaucoup n'ont jamais retrouvé ce qu'ils avaient perdu. L'histoire de Bernard Madoff est bien plus qu'une simple arnaque. C'est une leçon sur les dangers de la cupidité, de la confiance aveugle et des failles du système financier. Elle a exposé les lacunes des régulateurs et a forcé le monde à repenser la manière dont les investissements sont surveillés. En 1890, dans une petite ville de Bohême, qui fait alors partie de l'Empire austro-hongrois, naît Victor Lustig. Dès son plus jeune âge, il montre une intelligence vive et une habileté particulière pour le mensonge et la manipulation. Après avoir étudié les langues et la psychologie, il commence très tôt à s'intéresser aux jeux d'argent et aux escroqueries. Dans sa jeunesse, il sillonne l'Europe et les États-Unis, utilisant son charisme et son éloquence pour se faire passer pour un aristocrate ou un homme d'affaires. Il fréquente les grands hôtels, croise des industriels et des financiers et parvient rapidement à arnaquer les plus riches grâce à son talent hors du commun pour l'illusion et la persuasion. L'un de ses premiers coups d'éclat est l'invention de la machine à imprimer les billets. Il présente à de riches investisseurs une boîte en bois, équipée de rouleaux et de mécanismes complexes qui seraient capables de dupliquer des billets de 100 $. Pour convaincre ses cibles, il insère un véritable billet dans la machine et, après quelques heures, un second billet parfaitement identique en ressort. L'illusion est parfaite et les acheteurs, convaincus du potentiel de cette invention miraculeuse, déboursent des sommes astronomiques pour l'acquérir. Bien sûr,
La machine ne produit que 2 ou 3 vrais billets avant de ne sortir que du papier vierge. Mais au moment où les victimes réalisent l'arnaque, Lustig est déjà loin. Mais son plus grand exploit, celui qui le rendra légendaire, est sans conteste la vente de la Tour Eiffel. En 1925, Lustig se trouve à Paris où il lit dans un journal que l'entretien de la Tour Eiffel coûte une fortune et suscite des débats au sein du gouvernement français. Il voit immédiatement une opportunité unique. Il fait fabriquer de faux documents officiels et se fait passer pour un haut fonctionnaire du ministère des Postes et Télégraphes. Il envoie des lettres à plusieurs grands industriels de la ferraille, leur annonçant que l'État, en raison des coûts d'entretien trop élevés, a décidé de vendre la Tour Eiffel comme métal de récupération. Pour rendre son histoire crédible, Lustig organise une réunion secrète dans un hôtel de luxe avec les principaux acheteurs potentiels. Jouant le rôle d'un bureaucrate pressé et discret, il insiste sur le caractère confidentiel de la transaction, expliquant que le public ne doit pas être mis au courant pour éviter une panique. Parmi les acheteurs, un certain André Poisson, désireux de s'élever dans le monde des affaires, mord à l'hameçon. Il paie une somme colossale à Lustig pour obtenir le contrat de démolition de la Tour Eiffel. Une fois l'argent encaissé, Lustig disparaît sans laisser de traces. Mais l'arnaque ne s'arrête pas là. Étonnamment, Poisson, trop honteux de s'être fait escroquer, ne porte pas plainte. Lustig, constatant que l'affaire n'a pas éclaté au grand jour, tente un second coup en répétant exactement la même opération avec un autre groupe d'industriels. Cette fois, l'un d'eux alerte la police et Lustig doit fuir précipitamment la France. De retour aux États-Unis, il reprend ses activités criminelles et met en place une vaste opération de contrefaçon de billets de banque. Aidé par des complices, il parvient à inonder le marché avec de faux dollars d'une qualité exceptionnelle. Ces faux billets sont si convaincants que les autorités mettent plusieurs années à remonter jusqu'à lui. Mais en 1935, après des années de cavale, il est finalement arrêté par le FBI. Même en prison, Lustig ne perd rien de son talent pour la manipulation. Il parvient à s'évader du centre de détention en utilisant des draps pour descendre le long d'un mur, mais il est repris peu après. Jugé pour fraude et contrefaçon, il est condamné à 20 ans de prison et envoyé à la prison d'Alcatraz, où il passe ses dernières années. Il meurt en 1947, laissant derrière lui une légende d'escroc de génie. Victor Lustig reste l'un des plus grands escrocs de l'histoire, un maître de la tromperie qui a su manipuler les plus riches et les plus puissants grâce à son intelligence, son charisme et son audace. Son nom est encore aujourd'hui synonyme d'ingéniosité criminelle et son incroyable vente de la Tour Eiffel demeure l'un des plus grands coups de bluff jamais réalisés. Elizabeth Holmes, une jeune femme ambitieuse et charismatique, a un jour été saluée comme la Steve Jobs de la biotechnologie. Fondatrice de Theranos, une start-up promettant de révolutionner le domaine des analyses médicales, elle a séduit les investisseurs, les médias et même les politiciens avec sa vision d'un monde où des tests sanguins rapides, peu coûteux et réalisés à partir de quelques gouttes de sang pourraient transformer la médecine. Pourtant, derrière cette promesse révolutionnaire, se cachait l'une des plus grandes escroqueries de l'histoire de la Silicon Valley. Née en 1984, Elizabeth Holmes a toujours été une élève brillante et déterminée. À seulement 19 ans, alors qu'elle était étudiante en ingénierie chimique à Stanford, elle a décidé de quitter l'université pour fonder Theranos. Son idée était simple mais audacieuse, créer une machine, baptisée Edison, capable d'effectuer des centaines de tests sanguins à partir d'une seule goutte de sang. Cette innovation, disait-elle, pourrait rendre les analyses médicales plus accessibles, moins invasives et moins chères. Une idée qui a rapidement attiré l'attention et les fonds de grands noms de l'industrie, dont Rupert Murdoch, la famille Walton, héritier de Walmart, et même l'ancien secrétaire d'État américain Henry Kissinger. Pendant des années, Holmes a joué le rôle de la prodige visionnaire à la perfection. Elle s'habillait comme Steve Jobs, avec ses pulls noirs à col roulé, et parlait avec une conviction presque hypnotique de sa mission, améliorer la santé mondiale. Theranos a levé des centaines de millions de dollars, atteignant une valorisation de près de 9 milliards de dollars à son apogée. Holmes elle-même est devenue la plus jeune milliardaire self-made du monde, selon Forbes. Mais derrière cette façade de succès, la réalité était bien différente. La technologie de Theranos ne fonctionnait tout simplement pas. Les machines Edison étaient incapables de produire des résultats fiables et la société avait recours à des équipements traditionnels pour effectuer la plupart des tests, tout en falsifiant les résultats pour maintenir l'illusion.
Les employés qui osaient exprimer des doutes étaient licenciés ou réduits au silence. Les partenariats avec des géants comme Walgreens et Safeway, qui avaient installé des centres de test Theranos dans leurs magasins, reposaient sur des promesses vides. Le tournant est survenu en 2015, lorsque le journaliste John Carreyrou du Wall Street Journal a commencé à enquêter sur Theranos. Ces articles ont révélé les pratiques frauduleuses de l'entreprise, déclenchant une cascade de scandales. Les régulateurs ont ouvert des enquêtes, les partenaires ont rompu leurs contrats et les investisseurs ont intenté des procès. En 2018, Holmes et son ancien partenaire amoureux et professionnel, Ramesh Sunny Balwani, ont été inculpés pour fraude massive. Le procès d'Elizabeth Holmes, qui s'est tenu en 2021, a captivé l'Amérique. Accusée d'avoir menti à des investisseurs, des médecins et des patients, elle a plaidé non coupable, affirmant qu'elle croyait sincèrement en la technologie de Theranos. Pourtant, les preuves accablantes, y compris des témoignages d'anciens employés et des documents internes, ont convaincu le jury de sa culpabilité. En janvier 2022, elle a été reconnue coupable de 4 chefs d'accusation de fraude et condamnée à plus de 11 ans de prison. L'histoire d'Elizabeth Holmes est une tragédie moderne, un mélange de rêves brisés, d'ambitions démesurées et de tromperies. Elle soulève des questions profondes sur la culture de la Silicon Valley, où la quête de la prochaine grande innovation peut parfois encourager l'excès et l'aveuglement. Comment une arnaque d'une telle ampleur a-t-elle pu se produire sous le nez des meilleurs investisseurs et régulateurs ? Et que nous dit cette histoire sur notre fascination pour les visionnaires charismatiques, même lorsque leurs promesses semblent trop belles pour être vraies ? Aujourd'hui, Elizabeth Holmes incarne à la fois les promesses et les pièges de l'innovation. Son histoire est un rappel brutal que, dans un monde obsédé par le succès et la disruption, la vérité et l'intégrité doivent toujours primer. Et pour ceux qui ont cru en elle, investis dans son rêve ou simplement suivi son ascension médiatique, l'affaire Theranos reste une leçon douloureuse sur les dangers de la confiance aveugle. En 1903, un jeune immigré italien du nom de Charles Ponzi débarque à Ellis Island avec seulement 2,50 $ en poche. Il a perdu le reste au jeu durant la traversée, mais il est animé par une ambition dévorante, faire fortune en Amérique. Il enchaîne les petits boulots, serveur dans un restaurant, employé de banque, vendeur, mais il rêve toujours d'un moyen rapide de s'enrichir. Un jour, il décroche un poste dans une banque de Montréal dirigée par un certain Luigi Zarossi, qui attire les clients en promettant des taux d'intérêt extrêmement élevés. Ponzi admire cet homme, mais il découvre rapidement que la banque ne fait que payer les anciens déposants avec l'argent des nouveaux clients. Lorsqu'elle fait faillite, Ponzi, désespéré, tente une fraude en imitant une signature sur un chèque. Il est arrêté et condamné à 3 ans de prison. À sa sortie, il ne tarde pas à sombrer de nouveau dans l'illégalité en participant à un réseau de trafic d'immigrants italiens, ce qui lui vaut une nouvelle peine de prison. Une fois libre, il retourne aux États-Unis et tente de reprendre une vie honnête. Il se marie avec Rose Niecko, une jeune américaine, et cherche un moyen de subvenir à leurs besoins. C'est alors qu'un jour, il reçoit une lettre d'Espagne contenant un coupon de réponse international. Ces coupons permettent aux expatriés d'acheter à l'avance des timbres pour que leurs proches puissent leur répondre sans frais. Ponzi remarque une faille dans le système. À cause des fluctuations monétaires après la guerre, ces coupons valent bien plus aux États-Unis qu'en Europe. En théorie, il suffirait d'en acheter en grande quantité dans des pays où ils sont sous-évalués, de les revendre au prix fort en Amérique et de réaliser un bénéfice énorme. Ponzi élabore alors un plan. Il prétend avoir mis en place un système infaillible et commence à attirer des investisseurs en leur promettant des rendements spectaculaires. 50% de bénéfices en seulement 45 jours, 100% en 86 jours. Il fonde la Securities Exchange Company et les premiers investisseurs, effectivement remboursés avec leurs gains, se mettent à en parler autour d'eux. Très vite, la nouvelle se répand et des centaines, puis des milliers de personnes se ruent pour placer leur argent dans ce qui semble être une opportunité en or. En quelques mois, Ponzi devient multimillionnaire. Il achète une immense maison, roule dans une luxueuse voiture, s'habille avec des costumes hors de prix et commence à mener une vie de prince. Il cultive une image d'homme du peuple qui a percé grâce à son intelligence. Et de plus en plus d'Américains lui confient leurs économies. Mais derrière cette façade éclatante, la réalité est bien plus sombre. En vérité, Ponzi n'achète presque aucun coupon de réponse internationale. Son entreprise ne repose sur aucun modèle économique viable
il utilise simplement l'argent des nouveaux investisseurs pour rembourser les précédents. Tant que l'argent continue d'affluer, le système fonctionne. Mais il est condamné à s'écrouler dès que les retraits dépassent les nouveaux dépôts. Pour éviter les soupçons, il distribue des liasses de billets aux investisseurs trop curieux, entretient son image d'homme généreux et parvient même à soudoyer certains journalistes. Le Boston Post finit par s'intéresser à son entreprise et envoie un journaliste enquêter. Très vite, il découvre un problème de taille. Pour que Ponzi puisse réellement tenir ses promesses, il faudrait que des centaines de millions de coupons de réponse internationales soient en circulation dans le monde. Or, ils sont presque inexistants. L'article fait sensation et sème le doute parmi les investisseurs. La méfiance grandit et certains commencent à réclamer leur argent. Ponzi tente de rassurer la foule en continuant à effectuer quelques remboursements, mais le système atteint ses limites. L'argent commence à manquer. Les autorités s'en mêlent et une enquête fédérale est ouverte. La panique gagne la population, les retraits se multiplient et la vérité éclate. Ponzi ne possède pas assez de fonds pour rembourser tout le monde. Les investisseurs, furieux, assiègent ses bureaux et en août 1920, il est arrêté. L'enquête révèle qu'il a escroqué environ 25 millions de dollars, une somme astronomique pour l'époque. Il est condamné à plusieurs années de prison et son empire s'effondre en un instant. Lorsqu'il est libéré, il tente de se relancer dans de nouvelles arnaques, mais il n'a plus la même aura. Il finit par s'exiler au Brésil, où il vit dans la pauvreté en donnant des cours d'anglais. Ruiné et malade, il meurt en 1949 dans un hôpital misérable de Rio de Janeiro. Son nom, cependant, reste gravé dans l'histoire comme le symbole ultime de la fraude financière. Aujourd'hui encore, le terme « système Ponzi » désigne les escroqueries basées sur ce principe, et son histoire continue de fasciner ceux qui veulent tout comprendre, comment un simple immigré sans le sou a pu manipuler des milliers de personnes avec une promesse trop belle pour être vraie. Gregor MacGregor naît en 1786 en Écosse, dans une famille noble. Très jeune, il s'engage dans l'armée britannique et participe aux guerres napoléoniennes. Ambitieux et avide de reconnaissance, il se distingue par son audace sur le champ de bataille, mais il ne parvient pas à atteindre la gloire qu'il espère. Après avoir quitté l'armée en 1810, il part en Amérique du Sud, où des guerres d'indépendance font rage contre l'Empire espagnol. Là-bas, il se forge une nouvelle identité en se présentant comme un mercenaire et un stratège militaire de renom. Il rejoint les forces de Simon Bolivar et combat aux côtés des rebelles qui cherchent à libérer l'Amérique du Sud. Grâce à son charisme et à ses talents d'orateur, il gravit rapidement les échelons et se fait attribuer le titre prestigieux de général de division. Il participe à plusieurs campagnes militaires, mais ses compétences stratégiques sont discutables et ses résultats sur le terrain sont souvent médiocres. Pourtant, il réussit à entretenir l'image d'un héros de guerre. En 1820, il parvient à convaincre le dirigeant d'une petite région d'Amérique centrale, le roi indigène Georges Frédéric Augustus de la Mosquitia, de lui accorder une vaste étendue de terre située sur la côte est du Honduras, dans une région marécageuse et inhospitalière. MacGregor nomme ce territoire Poyais et le présente au monde comme une nation florissante, riche et prospère. De retour en Grande-Bretagne, il se fait passer pour le prince de Poyais et commence à vendre aux investisseurs britanniques des terres et des titres de propriété sur ce territoire imaginaire. Il prétend que Poyais est un pays idyllique, avec des terres fertiles, une économie florissante et un gouvernement stable. Il publie même un guide détaillé vantant les richesses de la région, décrivant des villes magnifiques, des institutions modernes et une société accueillante prête à recevoir les colons européens. L'engouement est immédiat. De nombreux investisseurs achètent des terres et des obligations de Poyais, convaincus qu'ils ont trouvé l'opportunité de leur vie. Encouragés par ces discours enflammés et ces faux documents officiels, plusieurs centaines de colons décident de tout quitter pour s'installer dans ce prétendu paradis. Mais lorsqu'ils arrivent sur place, la réalité c'est bien différente. Il n'y a ni ville, ni infrastructure, ni habitants prêts à les accueillir. Poyais n'est qu'une jungle marécageuse et hostile, infestée de moustiques et dénuée de toute ressource exploitable. Livrés à eux-mêmes, sans vivre ni abri, les colons succombent rapidement aux maladies et à la malnutrition. Seuls quelques survivants parviennent à retourner en Grande-Bretagne et dénoncent l'escroquerie. Lorsque l'arnaque éclate, MacGregor s'enfuit en France et tente de répéter son stratagème auprès des investisseurs parisiens. Mais il est finalement arrêté et jugé. Grâce à son éloquence et à l'absence de preuves suffisantes, il échappe à une lourde condamnation et revient à Londres, où il essaie encore, sans succès, de relancer son projet.
Finalement, il retourne en Amérique du Sud, où il parvient à se faire réintégrer dans les cercles militaires vénézuéliens. Il meurt en 1845, bénéficiant d'une pension militaire de la part du gouvernement vénézuélien, sans jamais avoir été véritablement puni pour l'une des plus grandes escroqueries de l'histoire. Son nom reste associé à l'une des supercheries les plus audacieuses jamais tentées, la vente d'un pays imaginaire à des centaines de colons et d'investisseurs séduits par un rêve qui n'existait que dans son imagination. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à regarder notre épisode sur les pires accidents d'avion.